Donc, on se retrouve pour corriger l'algorithme du pivot de Gauss. On avait programmé ensemble la fonction transvection, permutation, dilatation, et ici, la fonction cherche pivot. Alors, on en était à appliquer la fonction du pivot de Gauss à une matrice A0 et un second membre B0. On va supposer que A0 est une matrice carrée inversible pour pouvoir affirmer que le programme va renvoyer une unique solution. On commençait par vous demander de faire 2 copies profondes, donc 2 copies des tableaux pour ne pas avoir à les modifier. Ici, on fait un test d'inversibilité. Et à partir de maintenant, on commence véritablement le pivot de Gauss. Donc, pour tout J entre 0 et n-2. Alors, je me suis arrêté à n-2. J, c'est un numéro de colonne. Je me suis arrêté à la n-2e colonne parce qu'en fait, à la n-1e colonne, donc la dernière, il n'y a pas de on n'a pas à vider au-dessous du pivot parce qu'il n'y a plus de dessous. Dans la dernière colonne, le pivot, il est forcément en bas, déjà. Alors, sauf s'il est nul. Ah oui, alors sauf s'il est nul quand même. Donc, s'il est nul, effectivement, alors il ne sera pas nul. Il ne sera pas nul le dernier pivot parce que une fois que vous aurez fait tout ce qui précède, vous aurez que des 1 sur la diagonale et en bas à gauche, en bas à droite, pardon, vous ne pouvez avoir pas de 0. Si vous aviez un 0, ça voudrait dire que la matrice ne serait pas inversible. Donc, je me suis arrêté à n-2. Évidemment, ce qui veut mettre n, c'est juste aussi. Hein. Ça marche. Dans la colonne numéro J, on cherche la ligne où il y a un pivot. On permute les lignes I et J dans A et dans B. Puis, on dilate le coefficient en question par 1 sur A, II, de sorte à ce que, cette fois, maintenant, dans la colonne numéro J, sur la diagonale, il y a un 1. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Ces quelques lignes permettent de faire apparaître un pivot sur la diagonale de la colonne J. Et on n'oublie pas de faire aussi la dilatation sur B. De la même manière qu'on avait fait la permutation sur B. Vous savez que lorsque vous faites des permutations sur la matrice de gauche, vous devez faire aussi des permutations sur la matrice augmentée, donc sur le second membre. Alors ça y est, on a réussi à faire apparaître un pivot 1 sur la diagonale. Maintenant, vous savez que grâce à ce 1, sur toutes les lignes qui sont au-dessous, donc de la J plus unième jusqu'à la dernière, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait des transvections pour vider la ligne J grâce au 1 qui est au-dessus. Donc, on fait une transvection de la ligne J. On remplace la ligne ligne par elle-même moins alpha fois la ligne J. Donc, chaque ligne au-dessous, eh bien, va avoir maintenant un 0 au-dessous du pivot. Donc, on en est où à la fin? On fait pareil sur B. On en est que la matrice grand A, elle a un 1 en colonne J, elle a un 1 sur sa diagonale et des 0 dessous. Là, on a fait la descente. Vous vous rappelez, on a ce qu'on appelle une triangulation. On met sous forme triangulaire. Donc, on en est avec des 0 sous la diagonale, des 1 sur la diagonale et des choses au-dessus. Et comme la matrice est inversible, il n'y a pas de saut particulier, c'est vraiment des 1 sur la diagonale, vraiment sur la diagonale. Il n'y a pas des petits escaliers, vous savez, qui ne sont pas réguliers. Et puis ensuite, on fait la remontée. Donc en fait, on recommence du bas vers le haut. Vous vous rappelez que maintenant, tous les pivots 1, on va les utiliser pour vider au-dessus. Donc pour vider au-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on part d'abord de J égale N-1. Pour ce N-1, eh bien, on fait des transvections par-dessus. Donc je ne détaille pas, c'est exactement comme précédemment. Après, on le fait pour J égale N-2. Alors, justement, comment est-ce qu'on fait pour créer une liste d'entiers décroissante? Ben, je vous rappelle qu'on peut utiliser range avec un pas ici de moins 1. Donc, je rappelle que range n-1, -1, c'est l'ensemble des entiers qui partent à moins 1, qui partent à n-1, pardon, qui arrivent à moins 1 exclu avec un pas de moins 1. Moins 1 exclu avec un pas de moins 1, ça veut dire qu'il va s'arrêter à 0. Donc finalement, ça c'est la liste des entiers de n-1 à 0 avec un pas de moins 1. Et donc, ça y est, on a fini. Une fois qu'on arrive là, à la fin de ça, on a diagonalisé notre matrice grand A. Elle n'a plus que des 1 sur la diagonale. En fait, grand A, c'est l'identité. Puisque maintenant, grand A, c'est l'identité, eh bien, on sait qu'on lit dans grand B les solutions du système. Mais attention, grand B, rappelez-vous, a priori, c'est un vecteur colonne. Donc, comme c'est un vecteur colonne et qu'on vous demande un vecteur ligne, où vous le transposez,
Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser, si vous voulez NumPy, vous utilisez une transposition de B. Donc, il faudra vérifier si ça marche. Et a priori, c'est… Alors, transposition de B, ouais, ça va donner… Alors là, ça va donner, il va y avoir des doubles crochets. Si vous faites np.transpose de B, il va vous renvoyer crochet, crochet, les éléments solution, crochet, crochet. Il va vous mettre des doubles crochets parce qu'il va considérer que c'est un tableau à une ligne et à n colonnes. Donc, si vous voulez après, si vous utilisez ça, le problème, c'est qu'il faut après enlever les crochets. Donc, il faut renvoyer le contenu de grand B pour avoir la ligne solution. Là, il y avait écrit vecteur ligne, donc c'est ambigu vecteur ligne. Quand on lit vecteur ligne, c'est ambigu. On ne sait pas si c'est une ligne ou si c'est un tableau à une ligne. Vous comprenez la différence? Une ligne ou une liste, c'est simplement entre crochets. Et un tableau à une ligne, c'est un tableau, c'est une liste qui est en double crochet. Pour dire qu'il n'y a qu'une seule ligne dans le tableau. Donc, comme c'est long à programmer, eh bien, alors au concours, si jamais on vous demandait le pivot de Gauss, peut-être que vous n'aurez pas le temps de mettre toutes les fonctions. Donc, peut-être qu'il faut au moins programmer les 3 fonctions de permutation, de dilatation et de transvection. C'est assez facile à programmer. Et puis après, au moins expliquer le principe. Sachant que là, on a traité en plus que la situation où grand A est inversible. Donc, si grand A n'est pas inversible, il faut mettre à un moment des arrêts, des breaks, pour retourner un message d'erreur au cas où la matrice grand A ne soit pas équivalente en ligne à la matrice d'identité. Donc ça se verra si jamais il y a à un moment l'impossibilité d'avoir un pivot égal à 1 sur la diagonale. On me signale ici une petite erreur, évidemment. Il y avait une indentation qui avait sauté. Voilà, là c'est bon maintenant. Donc, pour légèrement dépasser ça, 2 petites choses. Premièrement, la méthode du pivot de Gauss, elle est instable. Elle est instable d'un point de vue numérique. J'ai donné ici un petit exemple. C'est que si les coefficients, un des coefficients qui est tout petit, quand vous appliquez la méthode du pivot de Gauss naïvement, vous allez dire que le premier coefficient non nul de la première colonne, c'est 10 puissance moins 4. Donc, vous allez prendre 10 puissance moins 4 comme pivot. Et ça, c'est pas bon. Parce que prendre ça comme pivot, ça veut dire qu'il faut diviser la première ligne par 10 000, multiplier la première ligne par 10 000, pardon. Donc, vous allez commencer à faire des calculs qui vont poser problème, puisque vous allez avoir des divisions ici par des nombres petits. Et vous savez que Python, il a des problèmes d'approximation pour ce genre de calcul. Donc, pour éviter, donc d'ailleurs, je vous montre l'exemple ici, si on fait la méthode du pivot de Gauss avec lui comme pivot, normalement, on devrait obtenir 0,1. Mais à cause des erreurs d'arrondi, enfin, on devrait obtenir ça, pardon, les solutions exactes, c'est ça. Mais Python, à cause des erreurs d'arrondi, va vous envoyer 0,1. C'est complètement dingue, il dit que x0 vaut 0. Donc, il y a un problème. Donc, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est prendre le pivot. Pour pivot, il faudrait prendre la deuxième ligne. Il faudrait prendre le x1. Il faudrait permuter les lignes. Donc, ce qu'on appelle la méthode du pivot partiel, elle consiste à prendre dans chaque colonne le pivot sur la colonne qui a la plus grande valeur absolue. On voudrait éviter les nombres tout petits pour ne pas avoir à faire des divisions par des nombres petits. Bon, on pourrait aussi dire, monsieur, mais si les nombres sont très grands, c'est pas bon non plus. Parce qu'il va y avoir des divisions par des nombres très grands. Et donc, vous savez qu'en termes d'approximation, il va y avoir des erreurs d'arrondi. Donc, effectivement, on peut très très bien se dire qu'on choisit un pivot qui est ni trop grand ni trop petit, si c'est possible. Bon, alors ça, c'est quand même un peu embêtant, parce que même en faisant ça, on a quand même une instabilité du pivot de Gauss. Il existe d'autres méthodes qui sont beaucoup plus performantes que le pivot de Gauss pour résoudre les systèmes linéaires. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler l'année prochaine. Alors, par la suite, je vous ai mis un petit exercice pour ceux qui voudront faire des exercices pendant les vacances. Donc, c'est justement la méthode du pivot partiel. C'est comment est-ce qu'on fait pour chercher le pivot qui a une plus grande valeur absolue dans la colonne K. Voilà. Et après, vous adaptez le pivot de Gauss. Vous pouvez vous amuser à mettre des exceptions au cas où la matrice ne soit pas inversible. Alors, toute autre chose. On attaque le dernier cours de l'année, sur l'initiation aux bases de données. Nous allons parler d'algèbre relationnelle et de langage SQL. Alors, je vais faire un cours express, véritablement, c'est une initiation. On en reparlera l'année prochaine.
Il faut savoir qu'au concours, en fait, vous avez parfois quelques petites questions de langage SQL, mais ça ne fait jamais, ça ne peut pas faire l'objet d'un sujet. C'est juste quelques petites questions, par-ci, par-là, au début ou à la fin du sujet, qui sont en général assez faciles et assez facilement traitées par vous. Ça n'a rien à voir avec Python. Donc souvent, ça fait du bien à la fin de l'année, c'est une bonne respiration pour traiter des sujets qui n'ont pas à voir avec l'algorithmique. Donc mercredi prochain, eh bien, on se retrouvera pour justement traiter le TP en présentiel. Ça vous permettra de poser toutes les questions que vous voulez à M. Davois. Alors moi, je vais faire ici vraiment une petite initiation. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous expliquer que dans les années 80, il y a un gars qui a fait une thèse, il s'appelait James Code, je crois. Et en fait, dans sa thèse, il a mis en place un système, une algèbre relationnelle. C'était vraiment une thèse de maths info, et dans laquelle, en fait, il essayait d'expliquer comment mettre en relation des bases de données. Les bases de données, dans les années 80, elles ont commencé à exploser parce qu'on a eu besoin de stocker énormément de données et on présentait, compte tenu de l'augmentation exponentielle des capacités de stockage, qu'en fait, on allait avoir besoin très rapidement de milliards de téraoctets pour pouvoir stocker toutes les informations que chacun, Kidam, toi, moi, avec tes photos, tes cours, tes vidéos, eh bien, avait besoin de stocker chez soi. Alors, chez soi ou, et c'est ce dont on va parler, parfois dans une interface, dans une couche métier qui n'est pas la nôtre et qui vous permet de stocker ailleurs que sur votre ordinateur vos données. Ce qu'on appelle le cloud. Alors, vous savez qu'à Marseille, il y a énormément de data centers qui sont en train d'ouvrir avec des hubs monumentaux qui permettent de relier en fait tous les pays de la Méditerranée. Ça permet effectivement, alors ça va chauffer beaucoup, mais ça permet d'avoir quand même, ça va permettre d'avoir une puissance presque politique, parce que quand vous détenez beaucoup de données, vous avez une puissance, une force. Alors certes, ce n'est pas le pays qui héberge le data center qui détient les données, mais quand même, vous avez des moyens de pression. Donc c'est peut-être demain, pour demain, c'est peut-être un enjeu politique, un géopolitique important que la sauvegarde des données individuelles et commerciales, etc. Alors, c'est pour tout ça qu'en fait on vous parle de base de données à la fin de l'année. C'est que ça a vraiment un écho dans l'actualité. Je vais vous parler très rapidement de l'architecture 3 tiers dans 2 minutes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que on va vous demander, on va vous demander de consulter des bases de données et de faire des requêtes SQL qui vont vous permettre d'extraire de bases de données certaines lignes, certains enregistrements qui vérifient des contraintes données. Alors, premièrement, les généralités, les intérêts des bases de données. Donc, je vous donne un exemple, je crois que c'est le même que celui qui est dans de la feuille que je vous ai distribuée. Donc, imaginons une bibliothèque. Imaginons une bibliothèque qui a un fichier de type tableur. Et en fait, elle comptabilise tous les romans qu'elle a dans son stock, avec donc leur titre, leur genre, l'auteur, nom, auteur, prénom. Et puis après, dans la même table, les gens qui ont emprunté les bouquins. Donc ici, Claude Castel, il a emprunté le roman de Gustave, qui s'appelle Salammbô. Le numéro de téléphone, ce n'est pas le numéro de Gustave, c'est le numéro de Claude. Et voilà, et donc il a emprunté le 12 août 2010 et il l'a rendu le 23 août 2010. Bon. Donc ça, c'est un super tableur, c'est génial, c'est magnifique, et ça marche très bien. Et donc ça, on peut très bien le stocker dans une base de données. Alors en fait, ce dont on va parler justement, c'est qu'on va essayer de ne pas faire ça. On va essayer de conceptualiser un petit peu ces problèmes-là. On va essayer de partager les bases de données en des tables qui sont moins grosses. Parce que le problème, c'est que ça marche très bien quand tu es dans la petite bibliothèque du village. Et si tu es dans une immense bibliothèque internationale, comme à Paris, etc., ils ne peuvent pas avoir des bases de données comme ça. Il y a trop de flux. Il y a trop de flux, puis même il y a des flux parfois qui sont simultanés. Alors, le problème, c'est que vous risquez de faire chauffer votre tableur. Et d'ailleurs, les tableurs, aujourd'hui, Excel a énormément amélioré ses capacités de stockage, mais ça reste quand même relativement limité. Donc, le problème, c'est que pour éviter ce genre de choses, on va mettre en place une algèbre relationnelle. Le concept étant de se dire que plutôt que de stocker ici tout dans la même table, on va mettre une table dans laquelle on va stocker que les livres, donc tout le stock de livres,
une table dans laquelle on va stocker tous les emprunteurs, une table dans laquelle on va stocker, par exemple, les auteurs, les genres, une table où on va stocker uniquement les emprunts. Donc, vous allez avoir une table qui va avoir uniquement la fin, cette fin-là, c'est-à-dire date retour, donc date d'emprunt, date de retour, pour quelle personne. Et la personne, plutôt que de la stocker par son nom, son prénom et son numéro de téléphone, on va la stocker par un identifiant. Donc, ça peut être un numéro d'adhérent dans une bibliothèque. Évidemment, sur les fichiers de l'INSEE, ça sera votre numéro INSEE qui vous identifie de manière unique. Voilà, jusque-là, il n'y a pas de problème. Le but, c'est de couper les tables en morceaux pour avoir des tables de taille moindre à stocker. Donc, les tableurs, effectivement, ont certains inconvénients puisqu'ils ils permettent évidemment de saisir, de modifier les données, d'extraire des informations, etc., etc. Mais par contre, ils ont d'autres inconvénients. Hop, je vais là-haut. Ces inconvénients, eh bien voilà, ils sont là. C'est que les algorithmes de recherche sont peu efficaces. Il y a une sensibilité à la casse. Donc, sensibilité à la casse, vous savez, c'est-à-dire, bon, ça peut être majuscule, minuscule, problème de majuscule et minuscule, problème d'abréviation, problème d'orthographe. Nombre de lignes limité, c'est de moins en moins vrai, mais quand même. Et surtout, il n'y a pas d'intégrité référentielle. Ça veut dire que si vous supprimez une ligne dans une table, eh bien, il va la supprimer de manière définitive. Ça veut dire que si vous n'avez pas une autre table dans laquelle vous stockez vos emprunteurs, vous avez perdu l'adhérent. Si vous n'avez pas une table d'adhérent, vous avez perdu l'adhérent une bonne fois pour toutes. Évidemment, vous voudriez pouvoir, dans ce tableau, supprimer la ligne d'emprunt, parce qu'elle est trop vieille, par exemple, mais garder l'adhérent s'il est toujours adhérent. Et s'il n'a pas appris de livre depuis 10 ans, vous le perdez. Donc ça, c'est pas bon. Il faut avoir plusieurs tables qui ont chacune des données qui sont indépendantes les unes des autres. Et si vous supprimez une ligne dans un tableau, eh bien, vous ne voulez pas supprimer la ligne dans l'autre tableau. D'accord? Alors, donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est ça. On a 5 tables qui sont différenciées. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous l'ai dit, on va affecter à chacun des livres, par exemple, un identifiant. Ici, Salammbô, dont l'auteur est 1 et le genre est 1, à l'identifiant 1. Alors, l'auteur 1, pour savoir que l'auteur c'est 1, il faut aller voir la table des auteurs. Et l'auteur 1, c'est Gustave Flaubert. Et le genre, pareil, c'est roman. Donc, vous voyez ce qui se passe là? En fait, avec ces histoires-là, je commence à créer des liens entre les tables. Je suis en train de créer ce qu'on appelle une algèbre relationnelle. Alors, il va y avoir bien sûr pas mal de petits problèmes. C'est que si jamais vous avez que la table des livres et que vous voulez savoir qui est l'auteur de Salammbô, il faut créer un lien avec la table auteur. Il faut pouvoir lui faire dire à Python, au système de gestion de base de données, que 1 correspond à Gustave Flaubert. Et peut-être que vous aurez envie de créer une nouvelle table dans laquelle tous les identifiants, là, ici, là, 1, 2, 3, 4, 1, excusez-moi, je suis à l'avance, voilà. Vous voudrez que tous ces 1, 2, 3, 4, 1, ils sont remplacés par le nom de l'auteur. Autrement dit, vous voulez reconstruire la table, vous voulez reconstruire le tableur, en fait. Donc, il faut qu'il puisse faire ça. Il faut qu'il soit capable, alors regardez bien, il faut qu'il soit capable de garder la table de livres avec l'ordre des lignes, mais qu'il soit capable de prendre la table des auteurs, de remplacer la colonne auteur de la table livre par le nom et le prénom de l'auteur. Mais attention, il faut à chaque fois qu'il puisse permuter les lignes de hauteur, de prendre à chaque fois la ligne de hauteur qu'il faut pour la mettre au bon endroit. Il faut qu'il pioche la bonne ligne et qu'il la mette la bonne ligne de hauteur pour la mettre dans la bonne ligne de livre. Vous comprenez? Ça s'appelle une jointure symétrique. Ensuite, on peut avoir envie aussi, dans la table de livres, de ne garder, par exemple, que les livres de Flaubert. Donc, en fait, on va vouloir garder dans cette table de livres uniquement les lignes dans lesquelles auteur vaut 1. D'accord? Ça s'appelle une sélection. On fait une sélection de lignes. Vous avez envie peut-être aussi de virer des colonnes. Par exemple, le genre ne vous intéresse pas, donc vous voulez virer le genre. En fait, vous voulez garder la table de livres, que les 3 premières colonnes. Peut-être que l'identifiant, vous en fichez aussi. Et ça s'appelle une projection.
Donc, tous ces mots-là de sélection, de projection, de jointure, sont des mots de l'algèbre relationnelle qui ont été définis par le concepteur du langage SQL. D'accord? Voilà, je vous remarquez ici que dans la table emprunt, vous avez évidemment des colonnes qui sont pour l'instant vides. C'est le fameux nul. C'est quand un livre n'a pas encore été rendu. Voilà. Alors, au niveau du vocabulaire, donc ça, cette méthode est beaucoup plus efficace. Et donc, voilà, donc je donne les définitions que je vous ai données dans la feuille. Donc, on définit une base de données avec une collection de données stockées de façon structurée. On définit aussi un système de gestion de base de données, SGBD. C'est un logiciel système servant à stocker, rechercher, modifier et partager des informations d'une BDD. Ensuite, vous avez donc l'avantage énorme de SGBD, ce qui est écrit sur votre feuille, c'est l'intégrité référentielle. Donc, contrairement au tableur, ici, vous avez une intégrité référentielle. Donc, interdiction de supprimer une ligne qui possède encore des liens avec des lignes présentes dans d'autres tables. Donc là, il faut faire attention à ça. Interdiction, vous pouvez l'autoriser si vous le souhaitez, mais par défaut, c'est interdit. Par défaut, vous n'avez pas le droit de supprimer une ligne dans une table si elle est liée avec une autre. Donc, par exemple, ce serait complètement dingue. Imaginez que vous supprimiez, par exemple, vous supprimez la ligne livre, la ligne d'emprunt, pardon, dans laquelle il y a un certain emprunteur. Il ne faut surtout pas, quand vous supprimez la ligne d'emprunt, que vous supprimiez l'emprunteur, parce que l'emprunteur, il apparaît dans d'autres lignes. Donc, tout ça, ce qu'on appelle l'intégrité référentielle, c'est une sécurité en fait qui permet d'éviter de perdre les données de manière inattendue, inconsciente. Mise à jour en cascade. Donc, si vous modifiez une table, alors ça modifie automatiquement toutes les tables qui sont en lien avec lui. Alors, le langage SQL, c'est un langage donc Structured Query Language. Je vous demanderai à Madame Ranger pour avoir un accent meilleur que le mien. Langage de requête structurée. Donc, j'ai dit années 70, je crois que c'est années 80 plutôt, par Edgar F. Codes, qui a donc inventé ce langage. Donc, c'est un langage international qui permet de formuler des requêtes, qui permet, où que vous soyez dans le monde, de vous comprendre si vous voulez étudier une base de données, si vous voulez en extraire des lignes, des colonnes, des parties, quoi, tout ou partie. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire. Alors par contre, l'inconvénient, évidemment, c'est que vous allez voir, il faut réfléchir. Parce que vous allez avoir beaucoup de bases de données qui vont être reliées par certaines égalités de clés. Et il va falloir se préparer à ça. On ne peut pas mettre une structure relationnelle, on ne peut pas mettre en place une structure relationnelle sans l'avoir planifiée. Voilà, alors je vous parle assez rapidement de l'architecture 3 tiers. Ce n'est pas ma spécialité, donc je vous en dis juste quelques mots. Donc, il y a deux manières de communiquer avec des bases de données. Il y a l'architecture client-serveur. Donc, vous la voyez ici. C'est en fait simplement, vous avez donc plusieurs clients qui interfèrent directement avec un serveur de base de données de manière peut-être simultanée, pratiquement simultanée. Et chacun peut modifier la base de données à son gré sans qu'il y ait de système de contrôle. Donc, chacun fait ce qu'il veut en fait. En fait, il y a deux couches. Il y a une couche uniquement une couche présentation. La couche présentation, c'est la couche d'affichage, d'interface sur l'ordinateur. Et puis, vous avez uniquement après la couche, donc je ne sais pas si je l'ai rédigé ici, hop, je me mets là-haut. Vous avez uniquement la couche métier et couche d'accès qui sont mélangées. En fait, vous n'avez pas de système de contrôle. Donc, chacun fait ce qu'il veut en même temps. Et donc, vous pouvez avoir des problèmes inattendus, en particulier de perte d'informations. Vous pouvez faire aussi chauffer énormément votre serveur de base de données. Vous avez beaucoup de problèmes comme ça, problèmes de sécurité essentiellement, qui posent problème. Donc, on a mis en place très rapidement ce qu'on appelle l'architecture 3 tiers, une architecture multicouche. Donc ici, on met 3 couches uniquement. La couche présentation, c'est ce qui se passe chez vous. La couche d'accès aux données, c'est le serveur de base de données, le fameux. Mais entre les deux, vous mettez une couche métier. Donc la couche métier, c'est elle, serveur applicatif, c'est elle en fait qui gère véritablement toutes les modifications, les traductions de langage, et qui permet d'éviter en fait que les clients puissent directement accéder aux données sans sécurité. Donc c'est une couche vraiment de sécurité tout ça.
Voilà, donc ce serveur applicatif, il sert à plusieurs choses. Sécurité des données, allègement du poste de travail client, effectivement, et des opérations de maintenance. S'il y a un problème, on ne met pas chez vous, on va dans le serveur applicatif. Voilà. Alors, je regardais sur Wikipédia tout à l'heure, il y a de très nombreuses raisons qui peuvent nous pousser à mettre un serveur applicatif. Vous pourrez regarder sur Wikipédia, c'est assez bien fait d'ailleurs. Ça vous donne beaucoup d'indications là-dessus. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va vous demander au concours? Eh bien, on va vous demander, lorsque vous avez des tables de données, de formuler des requêtes, de comprendre des requêtes et de formuler des requêtes. Alors, pour ça, il faut introduire du vocabulaire. Premier vocabulaire important, c'est domaine. Alors, domaine, c'est simplement… Alors, parfois, vous verrez, hein, souvent, pour ne pas vous embrouiller, on utilise les mots, on utilise le mot type. Parce que type et domaine, c'est pareil. Donc, c'est vrai qu'on a… Enfin, on ne peut pas non plus, vous n'êtes pas là pour devenir des pros du SQL. Mais quand même, préparez-vous à ce qu'on puisse vous demander le domaine d'un attribut. Donc, il faut que vous compreniez ce que c'est que le domaine d'un attribut. Alors, le domaine, c'est le type. Et l'attribut, c'est en fait le nombre de colonnes. Un attribut, c'est une colonne. Donc, si vous voulez mettre des petits mots-clés là sur votre cours, n'hésitez pas. Donc ici, moi, je dirais domaine, c'est type. Hein. Domaine, c'est type. Pareil. Type de données. Et attribut, en fait, alors évidemment, j'ai écrit couple nom-domaine, comme j'ai écrit ici. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un attribut, c'est une colonne. Un attribut, c'est une colonne dotée d'un type. Donc, par exemple, titre, string. Ça veut dire colonne de titre, de type, chaîne de caractères. Troisième définition, tuple. Oui, déjà la lu. Oui, une question? Non? Ok. Donc, troisième définition, un tuple. Alors, c'est un néologisme, c'est un anglicisme, hein. C'est tuple en anglais, c'est tuple en fait en anglais. Donc, nous, on appelle ça un nuple. En fait, un tuple, c'est uniquement une ligne. Un attribut, c'est une colonne, et un tuple, c'est une ligne. On dit aussi enregistrement, un enregistrement de la table. Une ligne ou un tuple, c'est pareil. Et c'est effectivement un tuple, parce qu'une ligne de la table, c'est bien un nuplé. Une ligne de la table, c'est quoi? C'est 3, l'immoraliste, 1. Vous voyez, c'est bien une liste à plusieurs éléments. Alors, les tuples, on les met entre parenthèses comme en Python. Une relation, c'est un ensemble de tuples. Donc, une relation, c'est tout simplement une table. D'accord? Donc, en fait, c'est que des synonymes, tout ça. Hein. C'est juste que ce sont les mots qui sont adaptés aux bases de données. Dernière chose, hyper importante, la clé primaire. Alors, ça, je vous demande de bien le mettre en valeur. C'est dans votre cours à deuxième table. Mettez-le en fluo, ici, là. Clé primaire. Une clé primaire, c'est une définition qui est souvent demandée au concours. C'est ce que j'ai encadré en rouge ici. C'est la colonne des identifiants, souvent. Donc, définition d'une clé primaire, c'est un attribut ou une liste d'attributs, je vais vous expliquer pourquoi, qui permet d'identifier de manière unique chaque enregistrement de la table. Alors, enregistrement, j'ai dit enregistrement, vous pouvez dire tuple, vous pouvez dire ligne, si vous voulez. Hein. Attribut ou liste d'attributs qui permet d'identifier de manière unique chaque enregistrement de la table. C'est-à-dire que l'identifiant que vous devez mettre en première colonne ici, il doit identifier de manière unique chaque livre. C'est paraît évident, ça paraît évident. Vous allez mettre un compteur, évidemment, vous n'allez pas mettre 2 fois le même compteur, c'est ridicule. Mais ça, c'est fondamental, parce que si vous n'avez pas une clé primaire dans une table, vous ne pouvez pas la relier à une autre table. Parce que quand vous allez relier la table des livres à la table, par exemple, des emprunteurs ou des emprunts, eh bien, vous allez être sûr, vous pouvez être sûr que le 1 qui soit dans la table des emprunteurs, ce soit le 1 de Salammbô. OK? Ça s'appelle une clé primaire. Et cette clé primaire, elle va permettre de relier les tables. Alors, une clé primaire, elle est associée à une clé étrangère. Une clé étrangère, alors je ne l'ai pas mis ici, mais vous avez la définition dans votre… je n'ai pas mis la définition, je crois. Je l'ai mis là, voilà. Quand vous avez ici, je n'ai pas mis la définition, mais je l'ai mise dans votre cours. Une clé étrangère, c'est une clé primaire, c'est une clé, c'est un attribut qui constitue une clé primaire pour une autre table. Donc ça veut dire que ici, regardez ce qui se passe. Si vous voulez relier la table des livres à la table, par exemple, des auteurs, vous voulez que la clé primaire de auteur, elle soit une clé étrangère
pour la table des livres. La clé étrangère dans la table des livres, c'est la colonne auteur. Cette colonne auteur, il faut qu'on vous dise dans le schéma relationnel qu'elle correspond à la colonne id de auteur. Vous comprenez? L'identifiant qu'il y a ici, c'est un identifiant d'auteur. Donc id, c'est la clé étrangère de auteur, et auteur ici, id, c'est la clé primaire de auteur, et auteur ici, c'est la clé étrangère de livre associée à la clé primaire id de auteur. Les clés primaires, elles sont soulignées en général, comme ça. Vous voyez? Donc ici, identifiant de livre, c'est une clé primaire associée à livre. Les clés étrangères, elles ne sont pas soulignées. Souvent, moi, je les mets en italique. Ou alors, dans un sujet de concours, on devra vous dire que telle clé est étrangère. Parce que si on ne vous le dit pas, vous n'êtes pas en droit de le deviner. On doit vous dire quels sont les liens. Dernière petite chose hyper importante. Regardez pour la table emprunt. Qui, c'est qui a emprunté, quoi, c'est qu'est-ce qu'il a emprunté. Je pense que vous êtes tous d'accord que la colonne qui n'est pas une clé primaire. Parce qu'il peut y avoir dans la colonne qui de regarder deux apparitions du 1. Évidemment, parce que qui, une personne peut avoir emprunté 2 livres. Vous voyez que la première colonne n'est pas une clé primaire, elle n'identifie pas de manière unique chaque enregistrement de la table. Donc on pourrait se dire, je prends les 2 premières colonnes. C'est pour ça que j'ai dit une clé primaire, c'est un attribut ou une liste d'attributs. Vous comprenez? Donc ici, je prends les 2 premières colonnes et je dis, est-ce que qui et quoi, ça suffit à définir est-ce que ça suffit à définir de manière unique chaque ligne de la table? Alors oui, sauf si on pinaille. Parce qu'on pourrait dire, une même personne emprunte un même livre 2 fois. Bon, ce serait un peu dingue, mais ça peut arriver. Vous savez, les gens, ils partent, ils rentrent, ils reviennent, ils sont trompés. Bon, voilà. Donc là, dans ce cas-là, il faudrait aussi prendre la date. Et la date ne suffira pas non plus, parce qu'il faudrait mettre l'heure. Parce que peut-être que le même jour, le mec, il est venu, et rien que pour faire péter la base de données, il a emprunté 2 fois le même livre. Donc vous voyez que parfois, une clé primaire, c'est 2 ou 3 colonnes, plusieurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que qui, quoi, en tout cas, c'est des clés étrangères, puisqu'elles sont reliées aux tables précédentes. Quel livre, quel emprunteur et quel livre. Mais du coup, oui. Même pour les emprunts, finalement, il vaudrait mieux avoir une clé primaire ID qui s'incrémente toute seule. Eh ben, c'est juste, ça n'a pas été un choix fait. Le choix n'a pas été fait. Donc effectivement, quand vous commencez à avoir trop de colonnes comme clé primaire, vous êtes obligé de rajouter une clé primaire identifiante. Donc, tu as raison, a priori, on pourrait modifier la table emprunt et leur rajouter une colonne de clé primaire. Je pense que ça serait un bon choix. Voilà. Donc on continuera l'algèbre relationnelle la prochaine séance à programmer.